Romedco, c'est l'association pour le développement des médecines complémentaires en Suisse romande qui travaille en étroite collaboration avec la Fédération suisse des médecines complémentaires, FedMedCom, en allemand d'Acomed, qui couvre tout le territoire suisse, mais qui est quand même concentré sur la Suisse alémanique, qui participe d'ailleurs à nous aider à organiser ces conférences en Suisse romande, où nous tournons régulièrement dans la Suisse romande avec une interruption pendant la période des années Covid. Et je suis le président de Romedco. Mon nom est Luc Recordon, je ne suis pas médecin, je suis ingénieur et avocat, mais les médecins prendront la parole tout de suite après. Je vais maintenant introduire la conférence et vous présenter l'oratrice et les orateurs dans l'ordre où ils vont intervenir. Le docteur Bruno Ferroli de Puyi, la docteure Isabelle Montfort de Genève et le docteur Pierre Robert de Lutry, qui s'exprimeront alternativement pour des présentations générales et présentations de cas, et qui sont tous trois intenses praticiens de l'homéopathie. Je n'allonge pas davantage et je passe la parole à Bruno Ferroli. Merci. Alors, l'homéopathie en 2023, vaste sujet. J'ai envie de vous poser la question, qui d'entre vous a déjà pris des granules homéopathiques? Il y a beaucoup de monde. Et qui d'entre vous a déjà suivi un traitement homéopathique chez un médecin? Donc, il y a passablement de monde. Donc, vous connaissez le sujet un peu de l'intérieur. Donc, on va essayer de vous apporter des choses nouvelles qui peuvent vous intéresser. L'objectif de notre conférence d'aujourd'hui, comme on entend beaucoup parler d'homéopathie, c'est une thérapeutique très originale, efficace, souvent impressionnante et parfois même déroutante. Il se passe des choses dans les traitements homéopathiques qui sont surprenants, qui surprennent même le médecin après 40 ans d'expérience, encore et toujours. Mais c'est une médecine extraordinaire. Mais comment fonctionne-t-elle? C'est la grande question, on va vous en parler. On va vous présenter 3 cas de patients qui ont été traités en homéopathie pour illustrer un peu la démarche clinique. Quelle est la place de l'homéopathie dans la médecine du XXIe siècle? On va aborder ça. Comment les homéopathes voient leurs malades, mais comment ils voient leur maladie? Comment ils voient la maladie par rapport à la médecine conventionnelle qui a, elle, une approche différente, une conception différente de la maladie et de l'homéopathie? Quelles sont les indications et les contre-indications? Et puis, si nous avons le temps, on fera un éclairage sur la recherche scientifique en homéopathie. Quelle est la situation en Suisse? Vous savez tous, en 2009, le peuple suisse a accepté dans une votation générale avec 67% des voix l'ancrage de la médecine complémentaire dans la Constitution fédérale. Parmi 4 disciplines spécifiquement concernées se trouve l'homéopathie en bonne compagnie avec la médecine anthroposophique, avec la phytothérapie et avec la médecine traditionnelle chinoise, MTC, qui est la phytothérapie chinoise. Dans différentes enquêtes, on a vu que 70% de la population suisse a eu ou a au moins une fois à des traitements de médecine complémentaire et 40 à 50% y ont régulièrement recours, l'homéopathie étant une des médecines les plus utilisées. En Suisse, il existe la Société suisse des médecins homéopathes qui réunit 300 médecins homéopathes environ. La plupart des médecins homéopathes en Suisse sont affiliés à cette société. C'est une des plus anciennes sociétés médicales de la Suisse. Elle a plus que 150 ans. Et puis, cette société SSMH, elle conçoit l'homéopathie comme une thérapeutique de choix dans le cadre de la médecine générale ou dans la médecine de famille. Donc, elle conçoit l'homéopathie comme médecine intégrative. Quand il faut faire de la médecine conventionnelle, les mêmes médecins prescrivent de la médecine conventionnelle.
Vous savez que l'homéopathie est remboursée en Suisse par l'assurance de base, par l'assurance complémentaire selon la qualification du médecin ou du thérapeute qui vous soigne. Les remèdes sont remboursés pour autant qu'ils figurent dans la liste des spécialités. Il y a un titre de formation, un titre de spécialiste en homéopathie qui s'appelle l'attestation de formation complémentaire en homéopathie. Elle est décernée par la Société suisse des médecins homéopathes, mais supervisée ou contrôlée ou réglementée par l'Institut suisse pour la formation médicale. Donc c'est un niveau tout à fait officiel et reconnu que l'homéopathie se situe en Suisse. C'est essentiellement une médecine ambulatoire. Elle s'applique aussi bien aux maladies aiguës qu'aux maladies chroniques. Il y a un hôpital, une clinique homéopathique en Suisse, c'est la clinique à Santa Croce au Tessin, près de Locarno, à Orselina. Les cabinets des médecins homéopathes, je ne sais pas si vous savez ça, sont surchargés, refusent très régulièrement de nouveaux patients. Ça, c'est un problème pour la prise en charge des patients qui aimeraient être suivis en homéopathie. Qu'est-ce qui se passe au niveau international ? L'homéopathie est fortement représentée dans la plupart des pays européens. En Allemagne, très fortement, en Angleterre, en France, en Italie, en Belgique, en Hollande. On trouve d'excellentes écoles d'homéopathie dans ces pays. Toutes ces écoles de formation et tous ces comités nationaux d'homéopathie sont réunis au niveau du comité européen pour l'homéopathie. Au niveau mondial, on a une autre association fêtière qui s'appelle la Ligue internationale d'homéopathie, qui réunit les associations nationales de 63 pays à travers le monde. Au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Russie et avant tout en Inde, l'homéopathie est très fortement représentée, très fortement pratiquée. En Inde, comme vous savez peut-être, il y a un ministère d'État, c'est le ministère Ayush, dont le sigle vous le trouvez ici, ça fait partie du gouvernement indien, qui réglemente la pratique de la médecine complémentaire ou traditionnelle en Inde. Le Ayush, le A c'est médecine ayurvédique, le Y c'est yoga, le U et le S je ne me souviens plus, et le H c'est homéopathie. L'homéopathie est intégrée dans le département de l'intérieur qui gère les questions concernant la médecine. Les étudiants en médecine indiens choisissent, après la première année de formation de médecine, ils choisissent s'ils veulent poursuivre leurs études en homéopathie ou en médecine conventionnelle. C'est l'un ou l'autre. Donc ils ont une formation extrêmement longue, extrêmement approfondie. Il y a en Inde 234 hôpitaux homéopathiques. Il y a plus de 5000 ou presque 6000 dispensaires gouvernementaux qui dispensent l'homéopathie. Il y a passé 200 000 praticiens, enfin médecins praticiens homéopathes en Inde. Il y a 600 fabricants d'homéopathes, donc vous voyez comme c'est représenté, largement représenté en Inde. C'est un des pays où l'homéopathie progresse le plus, où il y a le plus d'écoles, de formation, de recherche aussi et de nouveaux concepts de l'homéopathie qui apparaissent. Alors parfois, il y a des sanctions de la part d'autorités politiques de certains pays. Vous en avez peut-être entendu parler qu'en France, on veut dérembourser les médicaments homéopathiques, qu'on ferme les enseignements universitaires de l'homéopathie, on cherche à supprimer le titre de médecin homéopathe. C'est des politiques qui vont et qui viennent. Il faut passer à travers ça. L'homéopathie a toujours passé, depuis 200 ans qu'elle existe, elle a toujours passé à travers tous ces moments plus favorables et puis un peu moins favorables. En Angleterre, on a baissé les crédits pour le Royal Homeopathic Hospital à Londres, mais ça n'empêche pas la famille royale de continuer à se soigner principalement par homéopathie, ce qu'ils font depuis 150 ans. Aux USA, la Food and Drug Administration, c'est le Swissmedic américain, il décide de modifier les critères d'admission
des remèdes homéopathiques, vous savez qu'il y a des médicaments, ces instances, genre Swissmedic ou bien la FDA, ils doivent réglementer l'autorisation des médicaments sur le marché, donc des médicaments pharmacologiques, mais également des médicaments homéopathiques qui sont d'une nature totalement différente, comme vous allez voir. Isabelle va nous expliquer ça, qui n'ont pas besoin de la même évaluation que les remèdes pharmacologiques. Alors, voilà, ça c'est quelques tendances, mais les patients continuent à affluer dans les cabinets des médecins homéopathes. Et en Suisse, nous avons 2 écoles d'homéopathie qui forment l'homéopathie, qui sont les 2 chapeautées par la Société suisse des médecins homéopathes, l'Académie en Suisse allemande qui enseigne les médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens qui souhaitent être formés en allemand, et puis l'ESRU, l'École suisse romande d'homéopathie uniciste, qui fait l'enseignement en français. Donc moi je vais vous parler donc de la maladie, donc alors évidemment en homéopathie, mais on va commencer par la médecine conventionnelle pour faire un parallèle un petit peu, pour que vous compreniez un petit peu la différence, parce qu'il y a vraiment une différence énorme dans la perception de la maladie et donc du coup dans la prise en charge de la maladie. Alors, ça c'est juste pour introduire. Donc en médecine conventionnelle, donc en général, on est malade ou la maladie va être liée à un déséquilibre d'un ou de plusieurs organes, alors qu'en homéopathie, la maladie va être considérée comme la résultante d'un déséquilibre de l'énergie vitale. Donc le postulat de base est totalement différent. Donc en médecine conventionnelle, je vais aller vite parce que vous connaissez tous, mais c'est juste pour remettre un petit peu les idées au clair. Donc vous allez voir votre médecin, le patient va consulter parce qu'il a des symptômes aigus ou chroniques, ou il veut faire un bilan de santé, ou il a eu un traumatisme, un accident de la vie. Et là, le médecin donc, va faire un interrogatoire et il va essayer de trouver la cause en faisant un examen clinique, des examens complémentaires, et à partir de là, il va établir un diagnostic. En général, donc, il y a une cause qui est soit interne, soit externe, soit les deux ensemble d'ailleurs. Donc, interne, ça va être en général un dérèglement d'un système, par exemple des règlements du système hormonal, comme un problème de thyroïde, un dérèglement du système immunologique, donc quand vous attrapez la grippe, ce genre de choses, un dérèglement du système neurologique, donc une maladie de Parkinson par exemple, une anomalie génétique, une trisomie 21, un problème d'hémophilie, ce genre de choses, des troubles psychiques ou psychiatriques. Alors j'ai fait la différence, parce que psychiatrique c'est pathologique dans le sens, par exemple ça peut être une psychose, ça peut être une forme d'autisme, des choses comme ça, alors que psychique ce sera plus des gens qui ont des dépressions, des choses comme ça, qui peuvent aller voir le psychiatre. Ou des causes externes ou des causes externes, donc un virus, une bactérie, un parasite, un champignon, ou un accident et un traumatisme. Ça peut être aussi, donc ça c'est intéressant parce qu'avant, il y a 30-40 ans, on n'en parlait pas, maintenant on en parle, ça peut être le tabagisme, la toxicomanie, le cholestérol, la pollution. Donc à partir de là, donc il aura recueilli les symptômes, il aura fait des examens complémentaires, il aura examiné son patient et puis il va se servir de sa tête ou de ses livres pour déterminer donc le diagnostic du patient et trouver le traitement. À partir du moment où il a établi ce diagnostic, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va traiter donc, les symptômes du patient et le dérèglement du système. D'accord ? Et en général, ce sera un traitement médicamenteux à dose pondérale ou un traitement chirurgical. En général, c'est un traitement qui va être identique, entre guillemets, pour tous les patients, dans le sens où tous les patients qui auront une angine auront le même traitement. Tous les patients qui auront un problème de thyroïde auront le même traitement. Maintenant, on va voir la différence et les similitudes avec la médecine, la maladie en médecine homéopathique. Donc le patient va consulter pour les mêmes choses, c'est-à-dire des symptômes aigus ou chroniques, un traumatisme. Et là, on aura des choses un petit peu, on aura des patients qui vont venir nous voir parce qu'ils seront déjà sous traitement en médecine conventionnelle et ils auront des effets secondaires, par exemple. Donc, l'exemple des patients qui ont des cancers, qui sont sous chimiothérapie, ils vont venir nous voir pour qu'on puisse les aider avec ces effets secondaires. Ou, et ça c'est assez souvent, ils viennent nous voir parce qu'ils ont des symptômes qui sont non répertoriés par la médecine conventionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont des symptômes, ils ont eu tous les examens en médecine conventionnelle, traditionnelle, et on n'a pas établi de diagnostic, mais eux ils souffrent, et donc du coup ils viennent nous voir si on peut les aider. Et certains patients viennent nous voir aussi tout simplement parce qu'ils ont envie de
se rééquilibrer. Ils ont l'impression d'être un peu déséquilibrés. Ils se disent avant l'hiver, peut-être que je me rééquilibre, ou mon enfant il tombe tout le temps malade. J'aimerais que vous fassiez quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'homéopathe? Comme le médecin conventionnel, il va faire un interrogatoire, mais un interrogatoire qui est beaucoup plus long, comme vous le savez si vous avez déjà consulté un médecin homéopathe. Donc c'est vrai que c'est très important. Il va aussi faire un examen clinique et plus ou moins demander des examens complémentaires si c'est nécessaire pour établir un diagnostic. Parce qu'on va quand même établir, avant de faire un traitement homéopathique, on va quand même établir un diagnostic en médecine conventionnelle. Ça, c'est vraiment important. Pierre vous en parlera après. Donc la cause principale de la maladie vue par les homéopathes, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un déséquilibre de l'énergie vitale. Alors ça, c'est... Voilà. Alors les nouveaux homéopathes vont parler d'un déséquilibre de l'axe psycho-neuro-endocrino-immunologique, c'est-à-dire un déséquilibre global en fait. Donc, alors, l'énergie vitale, ne me demandez pas ce que c'est, parce que personne ne sait ce que c'est exactement. On va dire, toi tu disais le souffle de vie, je ne sais pas. Dans toutes les médecines énergétiques, que ce soit au niveau de l'acupuncture, au niveau du tai chi, on parle d'énergie vitale. Donc c'est ce déséquilibre. Peut-être quelqu'un pourra nous dire tout à l'heure ce que c'est exactement l'énergie vitale. C'est le déséquilibre de cette énergie vitale qui est la maladie. Ok ? Hein ? Et c'est un déséquilibre qui est global. Et ce déséquilibre va faire que les symptômes vont apparaître. Alors, va faire que les symptômes vont apparaître ou que les différents systèmes vont se déréguler. Alors, pourquoi elle se déséquilibre, cette énergie vitale? Il y a plein de facteurs. Alors, ça peut être lié à la naissance ou à la conception. C'est pour ça que quand on voit des enfants, en général, on va beaucoup interroger la maman sur comment s'est passée la grossesse, comment s'est passée la conception, etc. pour essayer de déterminer, par exemple, s'il y a eu un choc émotionnel pendant la grossesse qui pourrait expliquer pourquoi l'enfant fait des crises d'asthme à répétition depuis qu'il est né. Enfin, pas depuis qu'il est né, mais moins depuis 2-3 ans. Ça peut être lié à un choc émotionnel, par exemple à un chagrin, un accident, un décès d'un proche. Donc voilà, il y a un décès d'un proche et puis 6 mois après, la patiente va avoir un cancer du sein, par exemple. Ça peut être lié à un traumatisme. Par exemple, récemment, j'ai eu une patiente qui venait me voir parce que ça faisait 10 ans qu'elle dormait plus. Elle dormait 2-3 heures par nuit. Et puis, au cours de l'interrogatoire, on se rend compte qu'elle a eu un accident de voiture, en fait, 10 ans auparavant, où elle a eu un traumatisme crânien. Donc, je lui ai donné un remède, natrium-sulfate, bon, ça, c'est pas très important. Elle est revenue 2 mois après, elle faisait des nuits de 7 heures. Voyez, donc, c'est ça qui est génial avec l'homéopathie, c'est que même 10 ans après, avec quelques granules, on peut restaurer cette énergie vitale qui était déséquilibrée. Ça peut être évidemment lié à des facteurs climatiques, donc ça c'est un petit peu plus connu. Le gamin, il a été dans la neige, il rentre le soir, le lendemain il a une otite par exemple, hein, il a pris froid, il va faire une otite. Ou ça peut être aussi lié à des traitements médicamenteux. Ah, ça c'est super intéressant aussi, pareil, je vous donne des exemples. Par exemple, j'ai une patiente qui avait une hépatite C, qui avait eu un traitement pour hépatite C et qui avait des urticaires chroniques depuis 5-6 ans qui ne passaient pas, elle se grattait la pauvre en continu. Je lui ai donné un traitement homéopathique, son urticaire a disparu. Donc un traitement homéopathique qui était lié au traitement médicamenteux qu'elle avait pris. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va être en fonction de la sensibilité de chaque individu. Ça veut dire, je vous dis par exemple, quelqu'un qui va avoir dans sa famille un décès ne va pas forcément décompenser. Maintenant, la personne qui sera sensible au deuil, au chagrin, à la perte, peut décompenser, vous voyez. Ou, je ne sais pas, quelqu'un qui va à la boucherie et le boucher lui parle mal, ça ne lui fera rien. Une autre personne va chez le boucher et on lui parle mal, elle peut le lendemain faire une angine, vous voyez. Donc c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chaque individu parce qu'on est tous différents. Donc l'homéopathie est une médecine qui va individualiser. Donc, dans un premier temps, quand il y a ces chocs émotionnels, enfin ces chocs, ces traumatismes, l'organisme il est capable de se rééquilibrer tout seul et à un moment donné, il est dépassé, il n'y arrive plus. Et c'est là que les symptômes apparaissent. Ce déséquilibre, comme je vous le disais tout à l'heure, s'exprime par des symptômes physiques, par des symptômes psychiques, par des symptômes généraux, hein, et par une perception et une réaction du monde, au monde, comme c'est l'histoire du boucher, qui va être différente. C'est-à-dire que nous, en tant qu'homéopathes, on va s'intéresser
à tout ça. Pas seulement les symptômes physiques, pas seulement les symptômes psychiques, mais aussi les symptômes généraux et la manière dont la personne perçoit le monde, en fait. Donc, certains symptômes, évidemment, seront identiques à ce qu'on trouve en médecine conventionnelle, et puis d'autres symptômes qui n'entrent pas dans la nosographie médicale, c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Par exemple, le patient qui va dire « moi j'ai mal au ventre et quand j'ai mal au ventre, eh ben, j'ai des frissons dans le dos ». Alors, en médecine conventionnelle, on n'arrive pas à mettre ça dans une case. Par contre, en homéopathie, on va dire « chouette, chouette », on va trouver un remède sympa. Donc, c'est ces symptômes rares, bizarres et curieux qui vont nous intéresser. Et la totalité des symptômes sont le reflet de ce déséquilibre et on va prescrire sur la totalité de ces symptômes. Donc, on va trouver un remède, on doit trouver un remède qui correspond à la totalité du déséquilibre. D'accord ? Alors pour ça, nous aussi on a des livres, on a plein de livres. C'est ce qu'on appelle des matières médicales. Et dans ces matières médicales, en fait, on va avoir, alors j'ai essayé de faire une photo mais c'est pas terrible, on va avoir, comment dire, voilà, on va avoir une liste en fait, donc par exemple tous les déséquilibres qu'on va trouver au niveau du psychisme, tous les déséquilibres là ici qu'on va trouver au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau du nez, au niveau du visage, au niveau de la bouche, et on a plein de remèdes, comme ça, tous nos remèdes en fait sont consignés comme ça dans des matières médicales. Alors comment on a élaboré ces matières médicales? Donc ça a été fait par des proving. Vous savez ce que c'est des proving? Non. Alors, je fais vite. Hahnemann, donc le fondateur de l'homéopathie, quand il a découvert l'homéopathie à travers donc, la quinine, en fait. Hein. Donc, en fait, il étudiait les œuvres de Cullen et il s'est rendu compte que les patients sains qui allaient prendre, donc sains, ça veut dire des patients non malades, des patients qui n'ont pas le palu, en fait, hein, parce que allaient prendre la quinine, allaient développer des symptômes de paludisme. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et du coup, il a essayé, il s'est dit, bah, tiens, je vais essayer avec d'autres substances qu'on avait à l'époque pour voir si c'est pareil. Mais à l'époque, on avait beaucoup de substances qui étaient assez toxiques, notamment de l'arsenic, des choses comme ça, de la belladone. Donc, il ne pouvait pas les donner à dose pondérale aux patients, donc il a décidé de les diluer. Et il les a dilués, et il s'est rendu compte que plus il diluait, plus il allait avoir des symptômes subtils. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais par exemple, si on prend la quinine, qui est le remède chinois maintenant, si on prend la quinine, on va avoir donc de la fièvre, une fièvre qui va revenir régulièrement, une fièvre périodique. Et si on dilue, on va avoir des symptômes de plus en plus subtils. Alors par exemple, ça va être une hypersensibilité de la peau, une hypersensibilité au toucher de la peau. Et puis on va diluer encore plus, et puis là on va se rendre compte qu'il y a des symptômes mentaux qui vont apparaître. Par exemple, le patient il va avoir une hypercréativité, tout d'un coup les idées vont aller dans tous les sens. Et plus on dilue, plus on a des symptômes subtils. D'accord ? Et donc il a fait ça il a fait ça et on continue à faire ça, et c'est comme ça qu'on a constitué nos matières médicales. On constitue nos matières médicales aussi avec des cas guéris qu'on va présenter, et puis du coup on discuter, et ça va rentrer ensuite dans les matières médicales. Donc le traitement, tout à l'heure on a vu que le traitement en médecine conventionnelle, donc on allait traiter un déséquilibre d'un système ou un symptôme. Nous, on va essayer de traiter, on va donner un traitement qui a pour but de rétablir cette énergie vitale. Parce que qu'est-ce qui se passe quand l'énergie vitale se rétablit? Eh bien, le système se rétablit et les symptômes disparaissent. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'homéopathie c'est une médecine holistique. Hein. Donc on traite l'individu dans sa globalité, hein, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure et je le répète, chaque individu est différent. D'accord ? Donc ma grippe, hein, la grippe du jeune homme sera différente de la grippe de la jeune fille à côté. Donc chacun aura la grippe, hein, mais chacun aura un traitement différent en fonction de ses symptômes. Donc chaque traitement est différent, donc pour une même pathologie. Ok ? Maintenant, comment fonctionne le traitement homéopathique? Alors, je vais aller assez vite là-dessus, parce que vous connaissez, hein, donc c'est des remèdes donc, qui vont être, alors c'est soit des plantes, soit des minéraux, soit des remèdes à base d'animaux, hein, donc ça peut être le lait qu'on va prendre, des poils, des choses comme ça, qu'on va triturer, qu'on va diluer, qu'on va mettre dans de l'alcool. On va fabriquer une teinture mère, et puis ensuite on prendra une goutte de cette teinture mère qu'on mettra dans un solvant,
Et puis de ce solvant, on reprendra une goutte pour mettre dans un deuxième solvant. On arrivera à une 2CH, une 3CH, une 4CH, etc. jusqu'à du 200CH, voire du 1000C. Donc ça, c'est la dilution. Donc c'est ce que je vous racontais tout à l'heure par rapport à Hahnemann. Et ensuite, il y a la dynamisation. Donc je vous raconte une petite histoire parce que c'est vraiment intéressant. Donc Hahnemann, donc il était médecin, hein, donc, et il faisait ses visites à cheval en fait. Et il se rendait compte que ces remèdes étaient beaucoup plus efficaces le soir que le matin. Je me suis dit, mais comment ça se fait ça? Et donc, il a réfléchi un peu, il s'est dit, ah bah ouais, avec le cheval, ça secoue les remèdes en fait. Et donc, il a décidé de secouer ces remèdes, de dynamiser ces remèdes, et donc, il s'est rendu compte que c'était vraiment efficace. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à la dynamisation. Donc, vous l'avez compris, hein, quand on dilue le remède, arrivé à une 12CH, il n'y a plus de matière dedans. D'accord? On passe à un autre niveau, on passe à un niveau énergétique. Donc quand vous prenez une 30CH, vous ne prenez plus de la matière, vous prenez un remède énergétique. Ce qui est totalement logique, puisque ce qu'on veut traiter, c'est un déséquilibre énergétique. Donc pour traiter un déséquilibre énergétique, il faut un remède énergétique. Remède énergétique, vous voyez ça, c'est une photo Kirlian. L'effet Kirlian, vous le voyez, bon, c'est écrit ici au bas du tableau, là j'y arrive. Si on met un granule sur une plaque qui est branchée à un champ électromagnétique, on obtient une image. Vous trouvez ici, la première image, c'est de l'eau pure, celle-là. Si vous prenez un remède gelsémium en teinture mère, vous obtenez une image différente, avec un rayonnement plus harmonieux et plus grand que dans la première dilution. Si vous prenez une 13CH, vous avez encore un rayonnement différent. Si vous prenez un gelsémium, je ne sais plus de quelle dilution c'est, mais si vous prenez une 50 millième, vous avez encore un rayonnement différent. Et ce qui est intéressant, c'est que des doses qui ont 50 ans d'âge ont toujours le même rayonnement. Donc c'est juste une manière d'illustrer la nature énergétique du remède. Alors ça, je l'ai mis parce que je l'explique à mes patients, parce que souvent ils me disent à la fin de la consultation, mais vous me donnez 4 granules pendant 2 jours, mais ça marche comment? En fait, je ne comprends pas. Alors je leur explique, c'est comme le starter d'une voiture en fait. Parce qu'ils me disent, oui, voilà, quand je suis en médecine conventionnelle, je vais prendre mon antibiotique pendant 7 jours, ou je vais prendre mon traitement pendant 7 jours jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Vous me donnez 4 granules. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le remède homéopathique est énergétique et est là pour donner une impulsion à l'énergie vitale, d'accord? Donc on donne une impulsion. Alors, si vous vous souvenez des voitures à starter, on donnait parfois, avec les voitures à essence, on appuyait sur le truc là pour que ça démarre. Et si on appuyait trop, ça noyait le moteur. L'homéopathie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va donner quelques granules et on regarde ce qui se passe au niveau de l'énergie vitale. D'accord? Et donc, elle va démarrer et on va observer ce qui va se passer. Et dès que l'énergie vitale commence à rechuter, hop, on redonne une information. Si on donne trop d'informations ou si on donne des remèdes trop dilués, trop dynamisés, et trop dilués, on risque surtout dans les cas chroniques, dans les maladies, les cancers, les choses comme ça, on risque d'abîmer l'énergie vitale. Et ensuite, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, l'énergie vitale, comme je vous l'ai dit, je le répète, comme ça vous avez compris, l'énergie vitale, donc, dans les cas aigus, va retrouver donc, son équilibre très rapidement, en général. Donc, un gamin qui a une angine, une otite ou une fièvre, c'est pas 5 jours après qu'on veut un résultat. C'est le soir ou le lendemain. Sinon, en tout cas, que son état général aille mieux, qu'il ait recommencé à jouer, qu'il aille mieux, qu'il ait recommencé à manger, etc. Et dans les cas chroniques, c'est beaucoup plus progressif, mais ça, on verra avec les cas cliniques tout à l'heure. Donc la maladie s'atténue et disparaît, et les symptômes s'atténuent ou disparaissent à partir du moment où cette énergie vitale retrouve son équilibre. Voilà, et donc tous les symptômes disparaissent, ce qu'on a cité tout à l'heure, les physiques, les généraux, les psychiques. Et ce qui est génial, et c'est ça que j'adore, c'est la perception du monde et la réaction du monde. Mais ça, on le verra pareil avec les cas cliniques chroniques qu'on vous montrera tout à l'heure. Donc, pour conclure ça, la médecine, l'homéopathie, c'est une médecine énergétique, c'est une médecine holistique et c'est une médecine qui individualise le patient.
Alors, nous allons vous présenter 3 cas cliniques, un peu pour illustrer tous les principes qu'on vous a évoqués jusqu'à maintenant. Ce sont les cas cliniques de notre pratique. Donc, moi, je suis installé depuis 35 ans comme médecin généraliste à Lutry, comme on vous l'a dit. Et puis, la médecine générale, voilà, on fait la médecine intégrative, c'est-à-dire que des cas d'homéopathie qui peuvent être traités en homéopathie, c'est très bien. Il y a des cas plus lourds où on a besoin d'une thérapeutique classique, du diabète, des hypertensions ou pour d'autres problèmes pratiques où on doit composer, donc faire une médecine complémentaire. Et dans chaque cas, si possible, on va l'aborder par l'éclairage homéopathique, mais on aura aussi d'autres outils ou aussi des investigations à faire si c'est nécessaire. Je vais vous présenter un cas d'un lumbago aigu. C'est un patient un cadre dans une entreprise, 49 ans, bonne santé habituelle, qui consulte pour des douleurs lombaires aiguës. J'ai mis aigri, c'est une faute d'orthographe, mais c'est intéressant comme erreur. Apparu depuis une semaine. Il n'a pas fait d'effort particulier et ne comprend pas pourquoi son dos lui fait mal, même alors la nuit, alors qu'il reste immobile. Un symptôme très intéressant, il est très contrarié car il doit remplir plusieurs objectifs à son travail et ce souci de santé ne pouvait pas le plus mal tomber. Donc il est en colère, pour ça que le mot aigri ou à la place de aigu est peut-être pas si mal placé. Il me dit « J'ai toujours été un gagneur », me dit-il. « Me voilà cloué au lit pour une histoire stupide de mal de dos. » Il s'avance vers le lit d'examen en s'appuyant fortement sur son dos pour essayer d'atténuer sa douleur. Ça, c'est déjà un symptôme qu'on va prendre en considération. L'irritabilité, le côté colérique aussi, sera aussi un symptôme qui va m'aider à trouver un remède pour son lumbago. Alors je l'examine, je regarde s'il n'y a pas des symptômes de sciatique ou de compression neurologique comme une hernie discale. Non, c'est uniquement musculaire, mais c'est très enflammé, effectivement. Je comprends qu'il est mal. Donc quand je lui pose quelques questions pendant l'examen, ce qui l'énerve un petit peu, il dit « mais ça n'a rien à voir avec mon problème de dos ». Je lui demande si la bouche est sèche. Il me dit oui, je dois boire souvent dans des verres d'eau. Il faut que j'aie un verre d'eau sur mon bureau à porter. Il est très irritable souvent avec le bruit environnant, surtout quand il est malade. Mais habituellement, il est quand même assez stress comme ça. Il désire rester seul dans son coin, sans bouger, surtout quand il n'est pas bien. Tous ces éléments vont me pousser, vont m'orienter vers un remède qui est le remède Bryonia, qui est un remède un végétal, qui est une sorte de plante qui pousse sur le sol ou qui s'agrippe au mur. Et les symptômes de Bryonia, comme ils ont été décrits dans les matières médicales, comme Isabelle vous a montré comment on a créé la matière médicale, cette irritabilité, la contrariété, les objectifs qu'on ne peut pas atteindre, et tout ça forme une idée de Bryonia dans son tempérament. Il s'isole, il ne veut pas bouger. Tous les mouvements dans Bryonia l'aggravent. Donc il ne bouge pas. Dès qu'il bouge, il a mal. Et puis la pression appuyée sur la zone malade est tout à fait importante. Les gens qui sont cassés une côte, ils se tiennent la côte pour avoir moins mal. C'est souvent le cas de Bryonia. Et la sécheresse des muqueuses, la bouche sèche, qu'il doit boire souvent. Je lui donne un remède Bryonia en 200K, qui est une dilution intermédiaire, assez soutenue quand même, une fois par jour pendant 4 jours. Alors les systèmes de prescription varient suivant les auteurs, mais en fait, en aigu, comme ça, on donne de manière assez rapprochée, assez soutenue. Et il observe une amélioration des symptômes rapides, sans prendre d'autres médicaments, d'antidouleurs ou anti-inflammatoires. Après 4 jours, il va mieux. Je le répète plus tard parce qu'il a une petite rechute, une fois, comme ça. Et après, c'est terminé. Il aura plus son lumbago sera terminé. C'est un médicament qui va l'accompagner dans d'autres circonstances et il saura que le jour où il commence à être un peu nerveux, même sans symptômes musculaires, c'est un médicament qui pourra l'aider parce qu'il aura vraiment ce tropisme pour lui. Donc c'est un médicament qu'on prescrit de manière individualisée, comme on avait cité tout à l'heure, sur les caractéristiques de la douleur, les modalités, amélioration par la pression, aggravation par le mouvement, et puis c'est très psychologique, l'irritabilité, ses performances entravées par les douleurs lombaires. Voilà, c'était mon cas
clinique. Bruno, tu enchaînes. Bon, je vous présente un cas d'une sinusite aiguë, de sinusite aiguë à répétition chez une dame de 65 ans. Les symptômes, c'est le nez bouché, des sécrétions purulentes, souvent malodorantes, ne peut se coucher sur le côté, elle a le nez bouché, et puis elle me dit, mais j'étouffe, j'ai l'impression d'étouffer, j'ai besoin d'ouvrir la fenêtre tout le temps. Et au niveau état général, elle est extrêmement faible, amaigrie, elle a des diarrhées, le ventre ballonné, etc. Sur ces symptômes, donc sinusite, c'est le premier symptôme, c'est le symptôme de médecine conventionnelle. On a une sinusite pour laquelle on pourrait prescrire un antibiotique pour la xème fois. D'ailleurs, il me semble qu'elle a eu, oui, j'ai sauté le premier diapo, ces épisodes de sinusite sont là depuis des années, mucopurulente. Elle a eu tous les antibiotiques qu'on peut avoir dans ce diagnostic. Cette fois-ci, en raison de son état général, en raison de la sinusite, de l'âge relativement avancé de la patiente, de sa fatigue, etc. Plusieurs critères qui nous disent qu'il faut prescrire un remède qui s'appelle Carbo vegetabilis. Peu importe les raisons pour la prescription, vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Pourquoi je vous montre la réaction. Donc c'est une patiente chronique. Je vais vous lire ce qu'elle m'a dit. Ce qui m'ennuie totalement, c'est que ces sinusites rechutent tous les 3-4 mois depuis 4 ans. Je dois tout le temps prendre des antibiotiques, ça me détraque complètement la digestion, ça me fatigue énormément, je n'ai plus goût à rien. Certains jours, lire le journal me fatigue tellement, je n'ai plus de force, je me traîne. J'ai le ventre ballonné continuellement, je gère très mal, j'ai tout le temps des renvois d'air, c'est vraiment très gênant et je n'arrive pas à les retenir et en plus, ça me gêne d'en parler, ça fait un bruit incroyable. Les gens se retournent dans les magasins si ça m'arrive. Alors voilà. Donc, le diagnostic clinique, donc pour faire suite à ce que disait Isabelle, on a besoin en médecine conventionnelle, on a besoin d'un diagnostic nosologique. On a besoin de savoir quelle est la maladie, où elle se situe et comment on la traite. Le traitement, c'est des antibiotiques. On a le choix entre plusieurs antibiotiques, mais en dehors des antibiotiques, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc, en homéo, on tient compte des facteurs individuels qui sont son besoin d'air, qui sont sa digestion qui est patraque, d'une manière très particulière qu'elle décrit de manière assez imagée, comme ça. Et avec ça, on trouve le remède. Quelle est la suite de cet épisode? Donc, 2 semaines après, elle voit son ORL, son médecin ORL, qui l'examine, qui dit qu'elle est totalement asymptomatique, les muqueuses du nez sont calmes, aucune sécrétion purulente, aucune croûte, des cavités qui sont bien ouvertes, le cavum est libre, le reste de l'examen est normal. Donc, par la suite, elle rechute après 2 mois, elle reçoit une nouvelle fois le même remède, et puis après, il n'y a pas de rechute pendant 3 ans, les 3 ans qui ont suivi. De plus, en plus de l'amélioration au niveau de la sinusite, elle va maintenant bien au niveau de son énergie, elle arrive à faire ce qu'elle a à faire, sa digestion est rétablie. Donc, je crois que vous connaissez un petit peu cette vision globale du patient, c'est l'ensemble qui doit s'améliorer. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Ok, donc je vais vous présenter donc une patiente donc, qui est venue me voir avec une maladie de base d'eau. Je vais vous passer tout le texte, je vais aller juste sur le tableau. Donc, si vous n'arrivez pas à lire, c'est pas très grave. Alors je passe. Voilà, je vais directement sur le tableau. Donc en fait, c'est une jeune femme qui vient me voir, donc c'était en 2015, c'est ça, pour un problème donc, de thyroïde, une maladie de base d'eau qui est une maladie auto-immune. Elle a déclenché cette maladie auto-immune à l'âge de 20 ans. Et elle est sous traitement, donc le traitement ça s'appelle du néomercazole, depuis 5 ans, à raison de 4 à 8 comprimés par jour. Donc 8 comprimés par jour, vous imaginez bien qu'elle avait beaucoup d'effets secondaires, donc son endocrinologue lui dit bon on va peut-être diminuer. Et puis au bout de 5 ans n'ayant aucun résultat, alors c'est là que je vous explique un petit peu. Donc en fait quand on a une maladie thyroïdienne, on va avoir des marqueurs, on va mesurer certains marqueurs, donc certaines hormones en fait. Donc notamment, on va
mesurer la TSH, d'accord? On va mesurer la T4 et la T3 libre. Et quand il s'agit d'une maladie auto-immune, on va mesurer les anticorps antirécepteurs de la TSH. Okay, donc, cette patiente, cette jeune femme-là, de 2010 à 2015, elle a une TSH qui avoisine 0, 0,023, on appelle ça une TSH qui est nulle, d'accord, hein, les normes, alors là, tu ne les as pas marquées, parce que c'est toi qui as fait le tableau, tu n'as pas marqué, mais... Un pointeur où tu peux montrer... Ah oui, voilà, les normes sont donc entre 0,3 et 4,3. Donc, face à ça, l'endocrinologue dit, bon là, il n'y a plus rien à faire, on enlève la thyroïde, petit 1, ou on fait de l'iode radioactif, petit 2. Donc la jeune fille qui a 25 ans, qui dit « Waouh, moi, quand même, là, c'est un petit peu compliqué, j'aimerais bien essayer autre chose », et c'est comme ça qu'elle arrive dans mon cabinet. Donc je vais la voir à ce moment-là, on va faire donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'interrogatoire, l'examen clinique, etc. Et je vais la suivre donc de 2015 à 2016, en lui donnant un premier remède. Et ce qui va se passer, c'est que, oui, ses symptômes vont s'améliorer parce qu'elle avait des symptômes, donc des bouffées de chaleur logiques avec une hyperthyroïdie, elle avait des palpitations logiques avec une hyperthyroïdie, puis elle avait d'autres symptômes qui étaient un peu plus accessoires, donc comme des ballonnements, elle avait des kystes sébacés, etc. Bref, ça va s'améliorer un petit peu. Au niveau émotionnel, elle va être un petit peu mieux, mais les valeurs thyroïdiennes, vous pouvez voir, les valeurs de la TSH, pardon, ne bougent pas. On va se séparer, enfin elle va se séparer, disons qu'elle va arrêter le suivi homéopathique et puis elle va revenir en 2019 parce que là son endocrinologue lui a dit « ça c'est fini, maintenant tu passes sur la table ». Elle dit « non, je vais réessayer ». Et puis là elle vient me voir, donc en juin 2019, moi j'étais un petit peu plus aguerrie aussi, puis surtout j'ai un confrère indien qui a fait toute une étude en homéopathie sur beaucoup de cas en fait de pathologie thyroïdienne avec des résultats en homéopathie extraordinaires, qu'il a publié ce livre. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, moi aussi je peux y arriver, donc on y va. Et donc là je lui donne un remède à ce moment-là et elle revient me voir à la consultation suivante et là on voit sa TSH qui monte à 0,7, donc c'est-à-dire qu'il est dans les normes. Et là on se dit oh là là, on est sur la bonne voie. Mais ce qui est intéressant, donc je ne vais pas vous lire tous les chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va voir que sa TSH va monter progressivement au cours des mois. Et parallèlement, en fait, elle va changer aussi au niveau émotionnel et au niveau mental. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce qui s'est passé en 2010, quand elle a déclaré sa thyroïde, son papa est responsable de différentes entreprises à Genève. Et son papa lui a dit, bon écoute, maintenant tu te lances dans le bain et tu prends la responsabilité d'une des entreprises. Et en fait, pour elle, c'était extrêmement stressant. Donc elle l'a vécu comme un stress. Et elle avait le sentiment de devoir prouver quelque chose à son père. Elle avait le sentiment de ne pas avoir assez de valeur. Elle était vraiment mal en fait. Et elle a décompensé son énergie vitale et la maladie est apparue. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand sa TSH va se normaliser, son émotionnel et son mental vont également se modifier. C'est-à-dire que toute cette période-là, elle va rester quand même avec assez peu confiance en elle, elle a le sentiment de ne pas avoir de valeur, etc. Et petit à petit, en fait, ça va se normaliser. Elle va faire ce que nous, on appelle des rêves de guérison. C'est-à-dire qu'elle va rêver qu'elle dirige par exemple l'entreprise de son père, etc. Et là, ça va aller comme ça jusqu'en 2020, fin 2020, si j'ai bon souvenir. Et là, son papa va lui dire, bon écoute, maintenant, il est temps que tu reprennes l'entreprise, parce qu'une des entreprises, petit 1, et petit 2, elle va faire une grossesse extra-utérine. Alors qu'on ne change pas le traitement homéopathique, alors qu'on ne change pas le traitement en médecine conventionnelle. Ce que vous avez vu, ce qui s'est passé, c'est que l'endocrinologue progressivement a diminué la posologie, d'accord ? Ce qui est logique puisque... Et là, son énergie vitale va se redéséquilibrer parce qu'il y a eu un facteur externe, un stress émotionnel, qui fait que son énergie vitale se déséquilibre et du coup, sa thyroïde ne fonctionne plus bien alors qu'on n'a rien changé et les valeurs de sa TSH diminuent. On va continuer à travailler avec le même remède et puis à un moment donné, il y aura un switch
Et du coup, je vais lui donner un autre remède. Et là, c'est le remède qui va faire que ce sera vraiment parti. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est non seulement les valeurs de la TSH vont repartir, ça c'est une consultation que j'ai dû avoir la semaine dernière ou la semaine d'avant, où elle a une TSH, elle est presque en hyper, à 4,66. Son endocrinologue lui a dit « je crois qu'on va arrêter le traitement bientôt, parce que j'en ai plus besoin ». Mais surtout, les anticorps antirécepteurs, qui sont vraiment le marqueur de la maladie, vous voyez, donc, diminuent progressivement pour atteindre 5,5. Donc les marqueurs des anticorps, normalement, sous traitement en médecine conventionnelle, ne diminuent pas. D'accord ? Donc on voit bien qu'elle est dans une phase de guérison. Aujourd'hui, elle est responsable, c'est elle la grande boss de l'entreprise de son père. Elle manage ça comme une chef. Et ce qu'elle me dit à chaque fois, mais j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai changé grâce à ce suivi homéopathique que nous avons pu faire ensemble. Alors je n'ai pas évoqué les symptômes cliniques parce que, évidemment, vous imaginez bien que tous les symptômes cliniques ont aussi disparu. Je trouve très intéressant le cas d'Isabelle parce qu'en fait, on se rend compte que les patients viennent pour un problème précis et puis ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en même temps dans la prise en charge. C'est l'homéopathie qui fait ça, ce n'est pas notre aura ou notre fluide, hein, mais c'est dire qu'il y a une sorte de mécanique qui se met en route et puis ils disent « Ah ben oui, en fait, maintenant, je suis venu pour ça, mais maintenant, j'ai d'autres choses à vous présenter. » Et on fait la médecine vraiment de soutien, parce que c'est un soutien très psychologique aussi. Les patients adorent ça parce qu'on prend en charge beaucoup d'aspects de leur vie, mais souvent le point de départ, l'entrée en matière, c'est pour un truc assez pointu. C'est une verrue, c'est une infection urinaire qui traîne, ou bien un problème de sinusite, ou bien plus grave comme une maladie thyroïdienne comme le base-dos. Je vais vous parler des indications et des contre-indications de l'homéopathie, parce que c'est une médecine qui aussi nous met face à des responsabilités de thérapeute, et on doit aussi se rendre compte qu'il y a des patients qui viennent nous demander des choses où on ne sera peut-être pas certain de pouvoir résoudre leurs problèmes avec une approche homéopathique. Et dans ma pratique, j'ai toujours pratiqué entre guillemets les deux médecines, ce qui fait que certains collègues allopathes, donc non homéopathes, me disaient « toi tu n'es pas un vrai homéopathe ». Je disais, mais pourquoi ? Parce que tu donnes parfois des antibiotiques. Mais je dis, bah oui, je donne des antibiotiques quand il le faut. Quand je suis coincé, la situation devient assez sérieuse, j'utilise tout ce qui est possible pour améliorer son état de santé, même si des fois je le donne un petit peu avec certaines arrière-pensées. Dans les maladies aiguës et maladies chroniques, on est très efficace en homéopathie, c'est sûr. Donc on a vraiment un outil thérapeutique très efficace dans l'aigu ou le chronique. Et puis, on a dans la littérature beaucoup de cas favorables qui ont été répertoriés. Le micro, on n'entend presque rien. Voilà, c'est mieux ? Ouais, d'accord. Donc, beaucoup de cas aigus qui ont été décrits avec des cas extrêmement scotchants. On s'est dit, mais c'est incroyable qu'une pathologie aussi lourde ait pu être améliorée avec quelques granules. La médecine moderne a fait ses progrès aussi de son côté. Elle a aussi développé des moyens thérapeutiques, des moyens diagnostiques vraiment très très pointus. Et on en a besoin pour suivre le cas d'Isabelle. Les anticorps, les marqueurs sont toujours utiles. En thérapeutique aussi, l'immunothérapie dans le cancer a fait des progrès importants. La chirurgie est beaucoup moins invasive qu'avant avec les laparoscopies. Et puis, toutes les techniques interventionnelles en cardiologie ont fait des choses très importantes. Toutefois, dans les cas aigus, une approche homéopathique peut être très utile et très efficace et rapide. On a des cas des fois qui évoluent de manière insoupçonnée comme rapidité. Mais chaque fois, on doit prendre en considération l'ensemble des symptômes, le comportement du patient, le ressenti, s'il peut le dire, et puis les symptômes qui n'ont pas de lien avec la maladie aiguë. Dans les cas aigus, des fois, on doit changer souvent de remède parce que la situation évolue. Et ça, il faut être très attentif pour ne pas rater un virage et vraiment suivre le cas. Donc, des précautions, faire le bon choix du type de traitement, dans le but de ne pas faire courir les risques inutiles au patient, et puis lui offrir toutes les possibilités thérapeutiques à disposition. Et puis une dernière chose, quand même, il ne faut pas retarder un geste thérapeutique majeur, aigu, en voulant absolument prescrire un traitement de médecine complémentaire.
On a fait le reproche à certains thérapeutes d'avoir vraiment été trop fortement dans leur direction et puis peut-être avoir eu des conséquences un peu désastreuses sur un patient. Dans les cas chroniques, on est peut-être moins sur la sellette parce qu'on sait que l'homéopathie offre des possibilités importantes et permet d'atténuer les symptômes sans les effets secondaires des traitements classiques. Et en plus, quand il y a un traitement classique, comme par exemple des cas d'oncologie, de cancer ou autres, on peut atténuer les effets secondaires de la médecine classique avec l'homéopathie. Et c'est très utile. Il y a maintenant des confrères classiques, donc des oncologues, qui s'intéressent à collaborer avec nous pour que leurs patients traversent mieux la thérapeutique lourde qu'ils mettent en place. En homéopathie, on a aussi des effets secondaires, qu'on appelle une aggravation transitoire, au début du traitement. C'est-à-dire que le patient, tout à coup, se met à changer d'état, se met à développer des symptômes qui s'aggravent de sa pathologie de départ, de manière transitoire. Pour nous, c'est un très bon signe. On est très content, le patient l'est un peu moins, mais quand on l'avertit et quand on lui explique, les choses se passent mieux. Et puis souvent, il a souvent cette intuition qu'il y a quelque chose de positif qui se passe même dans cette aggravation. Donc, toujours considérer les symptômes bizarres, curieux, comme on l'a dit avec Isabelle, et puis trouver le remède sur mesure, individualisé. Le cas de sinusite de Bruno, c'est intéressant, ce carbovétabilis, qui est un remède beaucoup digestif, il y avait beaucoup de symptômes digestifs, mais il y avait un tableau dans cette sinusite qui collait bien avec ce remède-là. Donc l'aggravation thérapeutique, on en a parlé au début, on a des fois des problèmes où le patient abandonne le traitement homéopathique parce qu'il a été aggravé fortement, souvent dans les problèmes de cutanés, d'allergie ou d'eczéma, et on doit être prudent pour l'encourager et puis surtout adapter notre traitement à la situation. C'est clair que dans les infections chroniques récidivantes, des infections urinaires, les sinusites à répétition, on a un outil qui est performant et là, la médecine, sans trop la critiquer, a quand même des solutions qui ne sont pas très favorables sur le long terme. Et les contre-indications, alors, je les ai mentionnées auparavant, dans les cas aigus, c'est retarder le bon diagnostic, le bon traitement adéquat, et puis c'est la collaboration avec les confrères, parce que des fois on est plusieurs dans la course, et vraiment se téléphoner, se parler, permet souvent de calmer le problème et puis d'éviter un problème plus sérieux. Ça va, vous avez encore un peu d'énergie pour continuer. On va parler un peu de la recherche scientifique en homéopathie. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Comment la recherche scientifique en médecine peut-elle être structurée? Il y a plusieurs niveaux de valeur des travaux de recherche qu'on peut trouver. Il y a ce qu'on appelle des études d'observation. On prend un collectif de patients, on leur donne un traitement, on définit le diagnostic qu'on veut traiter, on leur prescrit un traitement, après les avoir séparés en deux groupes. Un groupe reçoit le Verum, donc le médicament efficace, et un autre groupe reçoit du placebo. Ou bien l'autre groupe reçoit un traitement de médecine conventionnelle, ou bien l'autre groupe reçoit du placebo. Donc comme ça, on peut faire des comparaisons entre les différents groupes, mais on appelle ça des études d'observation. Il y a une échelle, je ne sais pas si le terme médecine fondée sur les preuves, si ça vous dit quelque chose. Evidence-based medicine, en bon français. C'est la fondation Cochrane. En evidence-based medicine, il y a des niveaux de valeur des études. Les études d'observation, ils ont un niveau 3. Les plus intéressants, les plus appréciés par tout le monde, c'est les études en double aveugle, qui sont des études randomisées, contrôlées en double aveugle. Mais dans le système EBM, ils ont une valeur 2, 2A, 2B, le détail, je vous en passe.
Et puis après, pour moi, ici, le troisième niveau, les études systématiques et les méta-analyses. Pour EBM, c'est le premier niveau. C'est le plus fort moyen de preuve que ça marche ou que ça ne marche pas. Ces trois niveaux, c'est la recherche médicale, et après, vous avez la recherche fondamentale. Ça vous dit quelque chose, ce mot? C'est particulièrement, c'est de savoir, est-ce qu'un granule homéopathique peut avoir, ou un remède homéopathique peut avoir un effet, par exemple, sur une plante, ou sur le développement des têtards, ou bien sur un traitement d'un cheval malade. La recherche fondamentale, on essaye de comprendre comment fonctionnent les granules. En médecine, on essaye souvent de savoir que devient le patient après un traitement. Mais c'est pas seulement l'effet du granule qu'on lui a donné, mais c'est aussi la prise en charge, la consultation, le fait qu'on ait demandé, vous ait demandé comment il se sent, comment il va, comment il dort, qu'est-ce qu'il mange, etc. Tout ça, ça fait partie de la prise en charge. Le médecin, il est sympathique ou pas. Pour le patient, ça aide à guérir ou ça n'aide pas à guérir. Donc on essaye d'objectiver, d'exclure ce qu'on appelle des biais pour arriver à une vision plus objective de la chose. Alors, je vous présente un tableau. Ne vous effrayez pas, ne cherchez pas à comprendre tous ces détails. Il existe en homéopathie 6 revues systématiques et méta-analyses. Je vous ai dit, c'est le niveau de preuve le plus élevé qu'on puisse avoir dans le système EBM. Ici, vous avez 6 méta-analyses qui sont publiées. Là, le niveau d'évidence, il est de 1A partout. Ils ont été publiés dans des journaux de bonne renommée. Mais ce qui est intéressant de savoir, donc l'appréciation est positive pour toutes ces études, les 6 études, sauf une, donc 5 sur 6 sont positives. Et alors pourquoi celle-là est-elle négative? Ils ont trouvé, quand ils ont fait cette méta-analyse, ils ont trouvé 107 études qu'ils ont évaluées. Sur les 107, ils en ont gardé 105. Donc, ils ont éliminé seulement 2% des études qui n'étaient pas de bonne qualité ou qui ne correspondaient pas à leurs critères d'inclusion. Chaque fois, on fait comme ça c'est un procédé normal en recherche médicale. Alors, si vous regardez le pourcentage des études exclues, vous voyez, ça varie beaucoup. Hein. Quand on serre les critères, on peut aller jusqu'à 89% d'exclusion, 86%. Et on a toujours un résultat positif. On sait que si on exclut plus que 90% d'études, les résultats ils ne sont plus positifs, puisque ici, par exemple, Chang, c'était à Berne, en 2005, c'était l'époque de Couchepin, où on avait fait une étude d'évaluation qui s'appelait PEC. Ils ont fait une première phase du travail, 165 études, ils en gardent 110, donc le résultat est positif. Ils ont vu que ce n'était pas vraiment ce qu'ils avaient envie de publier, donc ils ont changé le directeur, ils ont licencié le directeur d'études, ils ont mis quelqu'un d'autre à la place, c'est-à-dire M. Chang. Voilà. Il a réduit l'échantillon de 110 à 8 études. Donc sur les 165, il reste 8 études sur lesquelles il pense son résultat. Une chose intéressante aussi, c'est de comparer tous les 6 travaux ont une cohérence dans le résultat, sauf une, mais qui a une méthode statistique très particulière. Voilà. Après, est-ce que vous avez entendu parler du rapport australien sur l'homéopathie? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, c'est 2015. Le gouvernement australien, il a commandé un rapport sur l'homéopathie pour savoir si on peut démontrer des effets cliniques ou pas de l'homéopathie. Alors, il n'a pas été publié, publié dans des revues à comité de lecture, donc où les collègues disent oui, c'est une méthode d'analyse, c'est un travail scientifique qui méthodiquement tient la route, etc., etc. Et puis, ils arrivent à une conclusion négative après avoir exclu 97% des études. Ils ont analysé 176 études, ils en ont gardé 5, et sur ces 5, ils ont dit, bon, on ne peut pas démontrer qu'un effet existe. Ça, je vous passe les détails de comment ils ont fait pour ça. C'est des manipulations statistiques, on change le nombre de patients. Un des arguments ici, c'était qu'ils ont dit,
toutes les études qui ont moins de 150 participants, on les élimine. Alors vous pouvez imaginer, en homéopathie, on n'a pas beaucoup d'argent, les instituts homéopathiques n'ont pas beaucoup d'argent, la recherche ne se fait pas sur 10 000 personnes. Donc il y a beaucoup d'études avec un petit nombre de participants, mais qui sont méthodiquement de bonne qualité et puis qui ont des résultats clairs et surtout cohérents avec les autres analyses. Donc là, ils ont dit, en dessous de 150, on élimine tout. C'est un critère totalement tiré par les cheveux, parce que ni avant cette date, ni avant cette étude, ni après, le même institut applique ces critères. Il l'applique uniquement pour l'homéopathie. Enfin, bref, on ne va pas épiloguer longtemps là-dessus, mais si on veut trouver des résultats négatifs, on peut les trouver. Si on regarde le premier rapport australien qui a été publié en 2019, mais écrit en 2012, après il a disparu de la surface, on n'a jamais pu savoir ce qui était dedans. Ils ont pris 166 études, sur les 166, ils ont gardé 76%. Le résultat est positif. Donc, il y a un effet démontré de l'efficacité des traitements homéopathiques. Le rapport EASAC, c'est pas un travail de recherche, c'est une pure copie du deuxième rapport et du travail de Chang. C'est pour ça qu'ils arrivent au même résultat. Luc, on a combien de temps encore? 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Je vais vous montrer une étude d'observation, rapidement. 8000 patients, 825 médecins généralistes qui ont collaboré à ça, c'est en 2006 en France, supervisé par un comité scientifique. Les médecins dans l'étude, c'est des médecins allopathes, c'est des médecins homéopathes et c'est des médecins qui ont une pratique mixte. Ils prennent en charge des patients qui ont 3 pathologies fréquentes, les douleurs musculo-squelettiques, les douleurs du dos chroniques, etc., des troubles anxio-dépressifs et les troubles du sommeil, et puis des infections des voies respiratoires supérieures. Alors, quels sont les résultats de ça? Après 12 mois de traitement, les résultats thérapeutiques sont les mêmes dans les deux groupes. Dans les groupes qui ont été traités par les médecins homéopathes, dans le groupe qui a été traité par les médecins de médecine conventionnelle, et dans les 3 groupes d'ailleurs, et dans le groupe des médecins qui font un peu les deux. Le résultat est le même, mais 48% d'usage des anti-inflammatoires est inférieur de 48% pour les douleurs aiguës, 60% pour les douleurs chroniques et chez les personnes de plus de 70 ans, 73%. Moins d'effets secondaires, de médicaments, etc. Sur les troubles anxio-dépressifs, 3 fois moins de psychotropes dans le groupe traité par homéopathie. Donc, voilà. Et puis, dans le groupe des infections des voies respiratoires, on a, dans le groupe traité en homéopathie, 2 fois moins d'antibiotiques, 2 fois moins d'anti-inflammatoires. Et une chose intéressante, c'est que les patients n'ont pas de risque d'évoluer vers la chronicité. Ça, c'est une chose importante à savoir. Les patients sont guéris. Dans une autre étude allemande, ils ont vu que, d'abord, les premiers résultats arrivent dans les 3 mois de traitement, et puis 8 ans plus tard, ils ont contrôlé les mêmes groupes, les résultats ont perduré. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle des études d'observation. On peut dire que l'homéo est efficace, écologique, économique, enrichissante pour le patient et enrichissante pour le médecin, parce que parmi les homéopathes, il y a très peu de burn-out. Ceux qu'on trouve en médecine conventionnelle, parce qu'on est souvent un petit peu dans une routine de traitement. En homéopathie, chaque patient est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle histoire individuelle à découvrir, et ça, c'est extrêmement gratifiant pour le travail que nous effectuons. Voilà. Là, on va... Alors, recherche fondamentale, je vous dis un mot sur la recherche fondamentale. Il y a une base de données qui s'appelle Ombrex. Il y a 2300 travaux de recherche qui sont répertoriés en 2019. Il y en a plus maintenant. Il y a des expérimentations physico-chimiques. Il y a des essais in vitro sur des cultures cellulaires et des micro-organismes, des bactéries. Il y a des essais avec des plantes. Et puis, plus de 50% sont des essais avec des animaux.
Ça, c'est la fondation en question, Karl et Veronika Karsten Stiftung. C'est eux qui financent beaucoup de recherches. Alors, en fin de compte, on a des publications, on a 2000 publications de haute qualité et plusieurs modèles expérimentaux ont permis avec une réplication indépendante. Donc, réplication, ça veut dire on fait le même travail de recherche dans un autre laboratoire pour voir si on arrive à reproduire les effets spécifiques significatifs de préparation diluée et dynamisée. Je crois que, voilà. Donc, ça vous montre qu'il y a une recherche. Il y a une base scientifique à l'homéopathie. Si on veut trouver l'information, on peut la trouver. Voilà. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Vous avez entendu beaucoup de choses. On va laisser décanter, on va laisser un peu de place à la discussion voilà. aussi. Oui, on va prendre un petit moment de discussion. Moi, j'aurais en tout cas une question à poser. Je voudrais savoir quel regard vous jetez, puisqu'on a parlé au début de la conférence, on a parlé de l'international, quel regard vous jetez sur l'évolution à l'international? Est-ce que vous avez plutôt l'impression que l'homéopathie est petit à petit acceptée, ou bien qu'au contraire elle a tendance à régresser? Parce qu'on a vu beaucoup de médecines complémentaires de médecines qui étaient complémentaires, comme annoncé par les vaccins de Pasteur au moment où ils ont été découverts, et qui ont été finalement adoptés par la médecine classique. Alors on voit aujourd'hui typiquement que l'hypnose est un peu, semble-t-il, à la frontière, c'est-à-dire elle est de plus en plus utilisée et intégrée par la médecine classique. Elle fait de moins en moins partie des médecines complémentaires, si on veut, même s'il n'y a pas de classification nette, mais on voit que de plus en plus la médecine classique y recourt, sont trop discutées. L'ostéopathie a suivi peut-être un chemin un peu comparable. C'est moins clair pour la phytothérapie, la médecine chinoise, la médecine vietnamienne. Qu'en est-il de l'homéopathie dans votre regard? Je sais pas lequel des trois. Alors, je pense que le problème de l'homéopathie, c'est un des plus grands problèmes de l'homéopathie, c'est la nature du remède. Le remède, comme vous avez vu, et comme vous savez, il ne contient rien en termes de molécules, en termes de matière. Et la médecine qui est orientée complètement vers la pharmacologie, enfin, ça commence à s'ouvrir un peu avec des psychothérapies, avec des mindfulness, avec l'hypnose, etc. La médecine, elle est complètement liée à la médication pharmacologique. Donc, dans ce système, on a du mal à se faire comprendre parce qu'on obtient des résultats avec rien. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle du placebo. Alors, si l'homéo est un placebo, elle coûte trop cher pour être acceptée, donc c'est une difficulté. Faire de la recherche en homéopathie n'est pas facile aujourd'hui. Pour un jeune chercheur qui dit « je veux me lancer en homéopathie », il faut avoir les reins solides, il faut avoir les nerfs bien accrochés parce que ça peut ne pas être considéré comme un créneau porteur. Par contre, l'évolution de la part, donc ça c'est le côté officiel, l'évolution de la part des patients et de la part des médecins qui pratiquent l'homéopathie, elle va complètement dans l'autre sens. Je vous ai dit, les cabinets sont débordés par la demande des patients. On s'efforce à former des médecins. D'ailleurs, là, on vous montre une demi-journée de découverte qu'on organise pour que les médecins puissent venir parler d'homéopathie et comprendre ce que c'est, pour qu'on puisse former plus de médecins homéopathes. Mais je pense que dans l'ensemble, l'homéo, elle a toujours passé par ses hauts et ses bas, et elle va s'en sortir. Il y a je ne sais pas combien d'années, il y a 200 ans, quelqu'un a dit, ou il y a 150 ans, quelqu'un a dit, un politique français, si l'homéopathie est une chimère, elle va disparaître d'elle-même. Si elle est valable, elle va se maintenir. Pour l'instant, elle se maintient toujours, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Je vais faire un complément. J'ai rajouté un truc pour répondre à ta question, Luc.
En fait, alors c'est plus global, mais l'OMS, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'OMS a mis en place, donc je ne sais plus quand est-ce que ça a commencé, je crois que c'est en 2012 ou 2015, des stratégies en fait en médecine intégrative, donc c'est-à-dire pour intégrer les médecines complémentaires des différents pays avec les médecines conventionnelles, dans les pays, que ça peut être en Afrique, en Asie, etc. Là, ils ont relancé en fait cette stratégie qui, on avait mis les dates, je ne me souviens plus, je crois que ça va être 2030, un truc comme ça. De 2024 à 2033. Voilà, de 2024 à 2023. Et ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne l'ONU et l'OMS. Donc en fait, ce sont les dirigeants, en fait, enfin, les organes dirigeants des différents pays, en fait, qui vont décider ou pas s'il y a des programmes qui se mettent en place et qui vont les financer. Maintenant, on sait que l'homéopathie, comme l'a dit Bruno tout en début, l'homéopathie en Inde est vraiment une médecine quasi officielle, en fait. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la vie des gens, avec l'Ayurveda. Et l'Inde, évidemment, a une grosse représentation donc, au niveau de l'OMS. Donc forcément, pour moi, c'est en train de... Avec cette stratégie de ces organes ces organes gouvernementaux, hautement gouvernementaux, c'est eux qui vont donner, en fait, ce que je veux dire, c'est eux qui vont donner le là, en fait, aux organes gouvernementaux, donc en Suisse, en France, etc. Donc pour moi, il y a beaucoup d'espoir parce que c'est vraiment des programmes qui... Malgré le fait qu'en France, notamment, il y a une manière de couper les jarrets. Mais en fait, en France, bon, ouais, en France, on verra aux prochaines élections ce qui se passera. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'il y a un problème, Luc. Romedco n'a pas d'antenne française. Il faudrait que, en tant que président, tu envisages une ouverture. Absolument. Et maintenant, avez-vous d'autres questions qui... Oui, moi j'ai... Alors, en ce qui concerne les études de médecine en Suisse, est-ce que moi je savais qu'il y avait très peu d'heures d'enseignement sur l'homéopathie ou la phytothérapie à la faculté, et actuellement, à quoi ça en est? Alors, il n'y a pas de formation dans aucune des médecines complémentaires à la faculté de médecine. Dans les 5 ou 6 maintenant facultés de médecine en Suisse, il n'y a pas. Par contre, il y a dans 5 facultés une information sur les médecines complémentaires. Et ça peut être très variable. À Genève, chaque discipline est présentée pendant une demi-heure. À Lausanne, on avait 3 périodes pour présenter l'homéopathie. Pierre et moi, depuis des années, on présente l'homéopathie aux étudiants en médecine. Et maintenant, le temps est réduit à une période, 45 minutes, pour leur montrer ce qu'on fait. C'est comme ça, vous pouvez imaginer le programme des études en médecine, il déborde, il éclate, ils ne savent plus où trouver le temps pour enseigner tout ce qu'il faut enseigner. Un avantage, c'est que les sociétés de médecine acceptent de publier nos activités. Donc, ce qui permet, on peut le publier sur Medroman, ce qui permet de renseigner les professionnels. Je vais peut-être ajouter 2 choses. La première, c'est qu'il faut distinguer la formation générale. Alors là, la loi fédérale sur les études de médecine oblige à ce qu'il y ait 4 heures d'initiation pour tout le monde. Je crois que c'est 4 heures actuellement, c'est très bref, c'est vraiment un panorama. Et puis, il y a un cours plus approfondi, en tout cas c'est comme ça que c'est organisé à Lausanne, mais je pense que dans les autres facultés, autant que je sache, il y a aussi une possibilité de se former de manière beaucoup plus approfondie, soit je pense une quinzaine de demi-journées comme ça, mais c'est un cours à option. Et puis le second point, et qui est très important, c'est qu'il ne faut pas penser qu'aux médecins. Ce cours à option particulier est ouvert aussi aux étudiants en soins infirmiers. Parce que ça c'est un élément essentiel que nous constatons chez Romedco, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt dans le monde infirmier pour les médecines complémentaires, peut-être même plus que dans le monde proprement, strictement médical. Donc ça c'est quand même un élément assez encourageant. Mais il y a d'un autre côté certains efforts pour essayer de restreindre
l'importance des médecines complémentaires. Notamment, il y a eu une motion du conseiller national PLR, Philippe Notermo, par exemple, qui demande, en gros, je simplifie un peu, mais qui demande que l'on réduise très strictement le rôle des médecines complémentaires à ce qui est strictement prouvé. Alors, de ce point de vue-là, ce que Bruno vient de présenter sur la recherche médicale, sur les résultats de la recherche médicale, montre que ce qui est prouvé est probablement beaucoup plus fort que ce que peuvent imaginer certaines des personnes qui, comme le conseiller national en question, ont l'air de penser que les médecines complémentaires sont de la poudre de perlimpinpin. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame? Je peux parler comme ça, si vous m'entendez. C'est peut-être mieux que pour l'enregistrement. Pour l'enregistrement, c'est bien si les gens parlent. J'aimerais juste poser la question de qu'est-ce que vous pensez de l'automédication en homéopathie? Parce que si on achète un bouquin, on voit apparaître des symptômes et puis des médicaments appropriés. Est-ce qu'on risque quelque chose? C'est une très bonne question. Alors, c'est clair, est-ce qu'on risque quelque chose? L'homéopathie est souvent inoffensif s'il est prescrit de manière maladroite ou de travers ou pas de manière adéquate. Donc, en fait, le risque de l'intoxication maladroite avec un remède homéopathique, elle est très peu probable, quasiment nulle, sauf dans les aggravations transitoires que j'ai mentionnées. L'automédication, elle est peut-être aussi une opportunité pour les gens qui sont un peu pas très convaincus de commencer avec quelque chose, un médicament pour l'angine, pour la migraine ou pour je ne sais pas quoi, et puis ça peut bien marcher des fois. Donc des fois les gens viennent chez nous après, écoutez, j'ai pris ça a bien marché mais ça ne tient pas très longtemps, donc j'aimerais quelque chose de plus soutenu, donc je vais faire une démarche plus approfondie. Donc l'automédication, elle n'est pas dangereuse en résumé, et puis elle permet d'ouvrir certaines portes pour cette pratique-là. Et les pharmaciens sont souvent de bons conseils. Hein. Il faut reconnaître qu'ils font un très bon travail dans la porte ouverte pour les patients. Il faut juste dire, évitez de prendre un médicament tous les jours pendant 3 semaines, 3 mois ou plus longtemps. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une pathogénésie, un proving the remède. Ça veut dire que vous pouvez produire les symptômes du remède en faisant de la sorte. Donc, l'automédication, c'est en général pendant 3 jours ou pendant 2 semaines, et puis après, stop. Si les symptômes ne disparaissent pas, il faut arrêter de prendre le médicament. Je vais peut-être donner un élément, parce que ça me fait penser à ce qui a été évoqué tout à l'heure, lorsqu'on disait, oui, certains trouvent que c'est bien cher pour les résultats que ça donne. Alors, la chose évidente, c'est que l'homéopathie est extrêmement peu coûteuse en termes médicamenteux, parce que les médicaments homéopathiques, rien à voir avec le coût de pas mal de médicaments. Je ne parle même pas des médicaments extraordinaires, récents pour des pathologies très particulières qui peuvent aller jusqu'à 100 000 francs par année, je ne sais pas quoi. Mais en général, on est à des coûts très bas. En revanche, la crainte, c'est qu'il y a pas mal d'endroits, on en parlait juste avant la conférence avec une déléguée de la maison Schmidt-Nagel, qui est un important fabricant de médicaments homéopathiques, c'est qu'on a tendance un tout petit peu à couper les jarrets aussi à ces fabricants de médicaments homéopathiques. On dirait que ce n'est pas exclusivement dans ce domaine, puisqu'on commence à voir un peu partout qu'il y a des pénuries de médicaments pour des tas de raisons, et que les pharmaciens suisses sont inquiets pour des médicaments assez courants de longue date de plus être approvisionnés pour des tas de raisons dans la mondialisation et autre chose qu'on ne va pas analyser ici. Et puisque je suis sur les coûts, peut-être dire alors qu'en revanche, pour les coûts de consultation, puisque les consultations sont plus longues, on ne peut pas dire que ce soit moins coûteux en homéopathie, j'imagine, mais en revanche, le système suisse est fondé sur ce qu'on appelle le TARMED, qui limite la durée des consultations, ce qui est un obstacle
quand même, de fait, parce que quand il faut des consultations longues, on dépasse les tons du Tarvel. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez avec ça, mais j'imagine qu'il y a des prestations non rémunérées de fait. Oui, bon, on n'a pas trop d'entraves au niveau du temps de consultation innovative dans la consultation quand on est agréé par la FMH. Ça, c'est pas un gros problème. Et puis, d'autre part, il a été prouvé que, en globalité, le coût moyen par cas dans le cas de l'homéopathie est bien inférieur à une prise en charge de médecine classique. Ça, c'est clair. C'est pas la durée de la consultation, c'est les frais de médicaments, les frais d'investigation, tout ça. Donc en milieu hospitalier, où il y a un forfait par cas, les DRG, l'homéopathie devrait être extrêmement bien vue. Oui, mais en milieu hospitalier, l'homéopathie est peu pratiquée, hélas. Hélas. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quelle différence est-ce qu'il y a lorsqu'on parle de... Attendez, le micro, s'il vous plaît. Quelle différence est-ce qu'il y a entre un homéopathe simple et un médecin homéopathe, sinon qu'il a fait plus d'études? Est-ce qu'il y a une approche qui est vraiment différente chez le médecin? Non, il y a d'excellents homéopathes parmi les non-médecins. Le problème, c'est toujours de ne pas manquer un diagnostic, de ne pas traiter en homéopathie un patient qui aurait besoin d'un antibiotique ou d'une investigation pour une suspicion de cancer, etc. Ça c'est le risque. Mais dans les thérapeutes non médecins, il y en a beaucoup qui sont très attentifs à ça, qui savent très bien qu'ils doivent se mettre en contact avec le médecin de famille pour assurer ça, pour ne pas louper un diagnostic. Oui. Comment faisons le mieux possible se révéler à l'homéopathe qui nous semble le mieux possible? Comment peut-on se révéler le mieux possible à l'homéopathe? La première fois que j'en ai vu un, je lui ai dit bonjour, il m'a déjà donné le diagnostic et ça marchait formidablement bien. D'accord. Il y a des gens qui voient. Ça nous arrive à tous. Des fois, on a une espèce d'éclairage. On comprend. En 10 minutes de consultation, on a compris ce qui se passe chez le patient, on a des symptômes très clairs qui correspondent à un remède qu'on a présent dans notre esprit. On ne doit pas aller chercher dans les livres et dans les répertoires. Mais voilà, ça c'est possible, comme vous pouvez avoir le cas contraire où vous ne comprenez pas quel est l'essentiel à traiter chez tel patient. Alors, ce qu'on conseille entre nous, ce qu'on dit, c'est qu'on renvoie un confrère. Si moi je ne vois pas, je demande à Pierre ou à Isabelle de voir le patient. Ça répond à vos questions. De toute façon, je vous propose de poursuivre la discussion autour d'un verre ou en grignotant quelque chose. Ça nous fait de conférence. Alors ça, je vous le laisse un peu leur contenu, et puis le rouge pour le communisme. Pour la politique. Voilà, je vous remercie mesdames et messieurs de votre présence et je me réjouis de vous retrouver à l'apéritif.